Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième ou quatrième, peut-être webinaire de l'année. L'occasion d'aborder un sujet qui ne fait pas l'actualité ces jours-ci. On l'a encore vu avec le sommet sur l'IA d'hier, à savoir la sobriété. Vous le savez, depuis au moins la lecture du fameux livre de Jean-Baptiste Fresso, Sans transition, la société moderne s'est bâtie sur toujours plus de production, de technologie, de consommation et d'inégalités sociales et de dégâts environnementaux, bien sûr. Pris dans le vertige de désirs sans limite, il semble impossible aujourd'hui de trouver le chemin de la modération des productions et des consommations qui pourtant nous permettrait de minorer nos impacts sur l'environnement, sur la biodiversité et sur le climat, bien sûr. Reste à savoir comment emprunter ce chemin de la sobriété et quelles sont les pistes qui nous y mènent. Pour nous guider dans ce dédale des possibles, la JE convie aujourd'hui le journaliste Stéphane Signoret, qui vient de publier Sobriété, notre allié aux éditions L'Harmattan. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane est ingénieur et journaliste. Il a dirigé pendant plus d'une décennie, d'ailleurs, la revue Énergie Plus. Et en plus de ses activités journalistiques, Stéphane s'investit dans l'association des journalistes de l'énergie et au sein du réseau Négawatt, d'où son intérêt pour la sobriété. Stéphane, bonjour et merci de nous accorder du temps. Ce qui est intéressant en lisant votre ouvrage, c'est que l'on y découvre finalement que la sobriété, c'est pas un concept nouveau, que ça ne vient pas de la crise énergétique de ces dernières années, mais que ça a commencé bien avant Jésus-Christ, en fait. Largement, oui. Largement. Merci de me donner le temps d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient à cœur, vous l'aurez compris. Peut-être je vais faire un petit démarrage en expliquant pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, puis après je reviendrai sur effectivement cette longue histoire de la sobriété. Enfin, surtout, j'en tirerai les enseignements que j'ai pu voir à travers cette longue histoire. Et puis, effectivement, on discutera sur la façon dont ça peut aujourd'hui avoir des conséquences. Donc, comme tu l'as dit, Valérie, voilà, donc j'ai un long parcours de journaliste spécialisé, beaucoup sur la transition énergétique, notamment sur les questions d'efficacité. Et voilà, c'est pas au sein de votre association que je vais vous apprendre l'état de la planète et les différentes contraintes environnementales qui se sont accumulées au fil du temps et un peu comme tu le disais, au fil de nos accumulations de consommation d'énergie diverses et variées, tant en termes de ressources pour la production que d'usage dans la consommation, et à cet état assez dégradé de l'environnement, enfin, on peut même dire très dégradé, je pense. S'ajoute un petit peu l'état, j'allais dire, politique dégradé aussi qu'on est en train de vivre depuis quelques années, avec bien sûr ce symbole majeur d'un État américain pris en main par une plutocratie. Voilà. Aujourd'hui, apparemment, il faut être milliardaire pour être président d'un pays. Et avec tous les excès que cela peut engendrer derrière, de viralité, de croyances démesurées dans la technologie, de richesse excessive à tous les étages. Et tout ça fait beaucoup de confusion d'ailleurs, comme on disait à l'instant là, sur le sommet de l'IA. On a l'impression que tout est possible et que tout est dangereux, mais enfin, puisque tout est possible, il faut le faire quand même. Et voilà, je pense que ce sera un des critères de sobriété, c'est de savoir justement dire non par moment à certaines choses qui sont possibles. Donc voilà, un peu comme vous tous, assez perturbé par cet état général. Depuis longtemps, je me suis engagé dans l'association Negawatt, euh, bon, d'abord comme simple adhérent, puis après comme ambassadeur pour présenter le scénario Negawatt, et depuis quelques années comme compagnon Negawatt. Voilà, donc la vingtaine de personnes qui s'occupent de l'association. Et ce sujet de la sobriété m'a toujours beaucoup plu, mais d'un autre côté, ma curiosité journalistique n'était pas satisfaite dans le sens où j'avais bien quelques repères mentaux. Voilà, on a tous plus ou moins lu Pierre Rabhi, on connaissait Louis David Thoreau et sa cabane à Walden. Enfin voilà, on avait quelques repères comme ça, mais pas beaucoup plus. Et du coup, j'ai vraiment voulu creuser le sujet pour voir bah, où est-ce qu'il me menait, qui en avait parlé, qu'est-ce qu'on en disait aujourd'hui, etc. Du coup, alors effectivement, cette histoire est très longue, je vais pas vous la refaire, on en discutera peut-être
dans les questions. Euh, En tout cas, ce qui est important, c'est de bien voir qu'elle a, cette notion de sobriété, toujours été présente dans l'histoire. Donc, je suis remonté jusqu'à l'Antiquité grecque. Bon, enfin, en tout cas pour le monde occidental, hein, parce que je n'ai pas forcément de connaissances particulières pour le reste. Et en fait, si on regarde bien, il y a toujours cette notion de sobriété qui vient un peu en contrepoids systématiquement de cette démesure qui s'est exprimée à toutes les époques, hein, qu'on pense à la situation de la Grèce avant l'Athènes antique, à l'Empire romain, etc. Ce qui est intéressant quand on regarde ce fil de l'histoire, si je résumais en trois grandes périodes, qui ne sont pas forcément chronologiques d'ailleurs, enfin, trois types de présence, c'est que dès le début, dans l'Antiquité grecque, c'est un sens, en fait, pardon, la sobriété a un sens politique, en fait. Il s'agit de lutter justement contre la démesure d'une plutocratie qui, à l'époque, avant la création d'Athènes, de l'Athènes démocratique, d'une plutocratie qui avait complètement enfin, voilà, le pouvoir était géré par les plus riches. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette dimension politique, on la retrouve plusieurs siècles après, au moment de Montesquieu, qui, dans l'esprit des lois, remet au goût du jour l'idée de frugalité et il dit il peut pas y avoir enfin, la frugalité et l'égalité sont les deux piliers de la démocratie. Il peut pas avoir l'un, on peut pas avoir l'un sans les autres. Et ce sens politique, on le retrouve un petit peu après, au milieu du XXe siècle, avec la naissance de l'écologie politique. Il y a des penseurs comme Jacques Ellul, Gors, Jean Gesco-Roegen ou Ivan Illich. Voilà. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir que la base, j'allais dire vraiment ancienne de la sobriété, c'est vraiment un sens politique, c'est-à-dire de structurer le collectif vers la modération, dans le sens où c'est vraiment le moyen d'avoir une société juste et on va dire capable de mettre dans le bonheur ses citoyens. Mais en fait, si vous aviez posé la question il y a quelques années à votre entourage sur la sobriété, vous auriez plutôt eu une réponse autour de l'alcoolisme, par exemple. On avait beaucoup moins cette vision politique de la sobriété. Et ça vient beaucoup alors à la fois d'Aristote, si on remonte encore un peu loin, parce qu'il a beaucoup dans ses écrits, comment dire, réduit ce qu'on appelait la tempérance à l'époque. Enfin en tout cas cette notion de la mesure, parce que pour lui, elle était impliquée dans le sens politique, mais du coup, elle avait été aussi beaucoup focalisée sur la vertu morale personnelle, individuelle, et donc c'est très vite réduit au boire, au manger, à la sexualité. Et en fait, cette vision d'Aristote a été reprise ensuite dans la chrétienté, notamment par Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique. Et ça nous a bien sûr, nous occidentaux, beaucoup marqué dans notre culture. Et du coup, c'est pour ça que pendant très longtemps, voilà, on a vécu sobriété de manière un peu négative finalement. Enfin, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas envie de suivre cette morale. Euh, et, euh, et donc marqué de manière un peu négative. Donc quand vous parlez généralement de sobriété, ou encore pire de tempérance, si le mot a encore du sens pour certaines personnes, on a quand même cette réduction à la sphère individuelle, à ne pas trop manger, ne pas trop boire, avoir un comportement sexuel, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier d'ailleurs. Et donc voilà, je pense que c'est important dans l'histoire de bien faire cette distinction d'une approche politique qui s'est un peu réduit, enfin qui s'est réduit à un moment donné à ses visions individuelles. Et souvent très moraliste. Et aujourd'hui, on est obligé vraiment de remettre sur la table cette dimension politique de la sobriété. Alors ça, je dirais, c'est un des enseignements de l'histoire, que c'est présent tout au fil du temps. Et aujourd'hui, ça donne vraiment, je pense que c'est une pierre sur laquelle on ne doit pas choper, où il faut vraiment pouvoir mettre en avant cette notion de plus en plus souvent et de plus en plus fortement. Si on Euh, se plonge dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, quels seraient les grands principes de cette sobriété telle que tu l'as décrit dans ton livre, appliqués à la vie et l'économie moderne? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'on peut garder à l'esprit que quand on regarde l'histoire, il y a quatre types de bienfaits qui viennent de la sobriété, et du coup, ça va nous donner des pistes pour savoir comment finalement la diffuser, la dupliquer de différentes manières aujourd'hui dans la société.
Un des premiers bienfaits que la sobriété apporte, euh, alors si on en reste un peu à cette vision chrétienne que j'expliquais à l'instant, c'est un bien-être physique qui est amélioré. Il y a une sorte de frugalité de bon sens qui peut se mettre en place, qui correspond d'ailleurs un petit peu aujourd'hui aux recommandations de santé publique, hein, quand on regarde ce que l'Organisation mondiale de la santé met en avant. Et ce bien-être physique, voilà, ça va être une manière, bah, forcément aujourd'hui, quand on voit les problèmes de santé qu'on peut avoir, d'améliorer euh, ou de faciliter en tout cas une santé meilleure. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on est dans cette... Donc, si vous regardez par exemple dans les scénarios, pour parler rien que de la France, des transitions énergétiques, enfin écologiques au sens large, vous avez toujours un versant sur l'alimentation, sur l'agriculture, et le versant sur l'alimentation, souvent avec un peu moins de viande, enfin plus ou moins moins de viande et certains ajouts de céréales, de légumineuses, etc., vont souvent dans le sens d'une meilleure santé. Donc typiquement, ce bien-être physique par une sobriété alimentaire notamment adaptée est tout à fait bénéfique pour la santé. Si on va dans l'histoire, c'est intéressant, il y a un Italien au XVIe siècle qui s'appelle Luigi Cornaro, qui est le premier à un peu dans une sorte de début de démarche scientifique, à mesurer ce qu'il mangeait. Et il a montré que finalement, en étant sobre, il se portait beaucoup mieux. Et alors qu'il était plutôt malade vers la quarantaine, vers sa quarantaine, il a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Et à côté de ce bien-être physique, il y a aussi un environnement naturel qui est protégé, parce que dès lors que vous consommez moins de choses, bah là je vous apprends rien, bah forcément derrière le système productif consomme moins d'eau, moins d'énergie, moins de matières premières, et de fait tous les différents critères que vous connaissez pour les limites planétaires bah, sont moins impactés, puisque de fait vous avez moins de rejets, moins de ressources naturelles qui sont captées ou détruites. Donc bien-être physique, environnement naturel protégé. Bien sûr, vous retrouvez ça aujourd'hui dans les travaux du GIEC. Hein. Il vous a pas échappé que dans un des derniers rapports du GIEC, il y a eu une définition de la sobriété qui fait justement ce rapport entre minimisation des ressources captées et bien-être de la population tout en limitant, enfin, ne dépassant pas les limites planétaires. Donc après, bon, ben, bien sûr, tout ça est cohérent avec ce que le Club de Rome avait pu dire au début des années 70. Tout ça est cohérent avec les différents scénarios que j'évoquais à l'instant, et notamment celui de Négawatt, où la sobriété actionnée à tous les niveaux, que ce soit dans le transport, l'alimentation, comme je disais, notre consommation d'énergie, etc., vont nous permettre d'avoir un bien moins grand impact sur la planète. Et toujours, c'est couplé derrière avec cette idée de justice sociale, puisque là, de fait, en consommant moins, vous vous donnez la possibilité de consommer pour tout le monde. Voilà, et de consommer à un niveau minimum qui permet le bien-être. Donc déjà, ça nous donne des pistes, voilà, pour agir si on se met simplement dans cette vision bien-être physique, bien-être, enfin, je veux dire bien-être environnemental. Ce qui est intéressant aussi dans l'analyse de l'histoire, c'est qu'on a aussi un bienfait quelque part. La sobriété vous donne un esprit plus vif, plus libre, plus souple. Vous êtes moins surchargé. Si je prends une image purement alimentaire, c'est comme quand vous mangez léger. Vous pouvez vous déplacer plus facilement. Finalement, votre vision du monde est plus claire et ça devient une sorte de boussole, cette sobriété, pour vous permettre de dégonfler sans arrêt ce ballon de baudruche de l'excès. Vous apprenez à analyser vos désirs, à analyser vos besoins, et finalement, vous apprenez aussi à être heureux en les satisfaisant de manière plus simple. Il y a vraiment une éthique du contentement à mettre en place avec cette idée de sobriété. Euh, alors aujourd'hui, bien sûr, ça veut dire au moins deux choses dans notre société. C'est d'abord de se désencombrer. Alors il y a toute une mode sur le minimalisme, les low-tech, ça fait bien sûr aussi partie de cette idée-là. La slow life aussi, il y a des mouvements comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent, hein, j'allais dire par la base, parfois d'ailleurs très à la mode, hein, le minimalisme, quand vous regardez le succès de la japonaise Marie Kondo. Alors,
qu'on peut relativement critiquer. C'est très marketing et c'est très centré sur l'habitat, etc. Et elle-même a reconnu que c'était compliqué quand on avait des enfants. Mais on voit quand même qu'il y a une sorte d'appétence de certaines personnes pour cette idée de réduire au moins matériellement sa vie. Et sans forcément être malheureux, hein, je le redis bien sûr, c'est important parce qu'en l'occurrence, ces gens-là sont satisfaits de leur situation. Il y a la mode aussi des tiny houses, ces toutes petites maisons. Enfin, euh, c'est quand même pas rien. Il y a quand même une émission télé américaine sur les tiny houses. Ça montre quand même qu'il y a un certain intérêt autour de la question. Donc, un gros enjeu sur les désencombrements. Bien sûr, bah, sur le fait de moins consommer. Vous avez tous en tête les campagnes de l'ADEME, enfin au moins la campagne de l'ADEME sur le dévendeur. Voilà, qui bien sûr n'en finit pas de faire des polémiques, mais c'est bien la direction vers laquelle la sobriété nous indique qu'il faut aller. Et puis, euh, quand on analyse les désirs, nos besoins, il y a aussi aujourd'hui cette idée de devoir aller moins vite, de cesser de vouloir tout le temps être dans l'instantanéité, l'immédiateté. Alors typiquement, l'IA, on va dire le numérique en général, ne nous engage pas trop dans cette voie, puisque l'idée c'est d'aller toujours plus vite pour avoir toutes les infos ou faire une tâche le plus rapidement possible sans effort. Et ça pose vraiment question hein, dans ce monde de survitesse finalement, où on est tous... et puis on est dépassé au bout d'un moment par nous-mêmes et surtout par la technologie. Et donc, il y a vraiment un enjeu à se poser la question de savoir à quel moment on accepte ou on n'accepte plus, justement, de rentrer dans cette course effrénée à toujours plus. Voilà, et donc, bah, comme je l'ai dit, tout ça permet de pousser la société à satisfaire les besoins essentiels de tout le monde et qu'on prenne enfin, André Gorz, par exemple, parle de l'idée de remettre en place une norme du suffisant pour savoir qu'est-ce qui est suffisant en termes de besoins, mais qu'est-ce qui est suffisant aussi en termes d'efforts que je suis prêt à faire pour satisfaire mon besoin. Il y a toujours cette dialectique qui s'installe entre quel est mon besoin et quel est l'effort que je suis prêt à faire pour satisfaire ce besoin, et inversement, dans l'autre sens, à quel effort correspondrait quel type de besoin. Et ça, l'idée, c'est que derrière, on peut ouvrir plus de temps pour le partage, plus de temps pour la convivialité, plus de temps pour l'amitié, la joie. Hein, quand on lit tous les philosophes qui parlent de sobriété au fil des siècles, l'idée d'amitié, de joie est toujours présente. Pour Épicure, par exemple, l'amitié est vraiment la vertu essentielle. Et je reviens un peu sur Montesquieu, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai, je parle un peu trop longuement, mais vous me couperez si besoin. Montesquieu insiste vraiment sur la frugalité dans le fonctionnement de la démocratie, et notamment pour que l'économie soit au service de la société et pas pour la défaire. Et d'où l'idée que cette frugalité doit s'appliquer à la possession des richesses en vue d'avoir un climat social apaisé. Et il dit bien qu'il faut en fait réduire les richesses au fur et à mesure qu'elles grossissent. Et dans notre monde où les inégalités de richesse sont sans arrêt de plus en plus grandes, bon, vous voyez les chiffres d'Oxfam qui sortent régulièrement, par exemple. Là aussi, il y a un vrai enjeu à politiquement porter des solutions que certains économistes proposent d'ailleurs pour réduire ces richesses au fur et à mesure qu'elles grossissent. Donc voilà, je pense que ça donne déjà des pistes intéressantes. Alors après, j'ai pas entièrement répondu à la question, mais bon, peut-être que on Bah, peut, on voit je peux bien, reprendre une Stéphane, question. on voit bien ce que ça pourrait donner, quel cheminement individuel ça pourrait, on pourrait construire. En revanche, si on se place par exemple dans la peau au hasard d'un entrepreneur, est-ce que la sobriété serait pas pour lui finalement synonyme d'efficacité, efficacité énergétique, efficacité en matière de consommation d'eau, ce qui pourrait aussi être efficacité en termes de productivité du travail, avec les risques psychosociaux qu'on peut imaginer. Est-ce que ce serait ça ou est-ce qu'il y a, qui est finalement la tendance du management depuis une trentaine d'années, ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Alors moi, je pense qu'il faut que ça aille bien plus loin que l'efficacité.
Au début de mon livre, je fais un peu l'état des lieux du monde, enfin, de manière très modeste, mais surtout montrant cette ce grand changement qu'a mis en place la révolution industrielle. Il faut bien prendre conscience qu'avec la révolution industrielle, depuis 1900 par exemple, la population mondiale a été multipliée par 5, mais la consommation d'énergie primaire a été multipliée par plus de 13. Donc en fait, c'est vraiment enfin pour le coup, c'est une révolution vraiment majeure. Et cette révolution majeure a été très vite portée par une sorte de relation très intime avec cette notion d'efficacité. Il y a un Américain, Thomas Princeton, qui a dit ça très très tôt, là, au début des années 2000. Et il dit en fait cette notion d'efficacité, alors qui a du sens, hein, bien sûr, dans l'optimisation, etc. Mais sous couvert d'optimisation, elle amène toujours à aller plus, à développer plus de solutions, plus de moyens. Alors à la fois, elle a un sens dans la transition énergétique, parce que, enfin, si vous connaissez tous un petit peu, je pense, le scénario négawatt, on peut difficilement atteindre nos objectifs d'économie d'énergie sans efficacité. Mais de fait, l'efficacité a tendance à faire oublier la sobriété. Et de fait, c'est ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle. Tout s'est mis en place autour de l'efficacité et la sobriété a été oubliée. Donc, si on pense en termes de monde économique, hein, les entreprises, enfin, les entreprises notamment, mais j'inclus derrière aussi les collectivités, toute la sphère publique peut se faire le même raisonnement. On doit garder de l'efficacité, mais on doit impérativement la coupler à la sobriété et donc trouver des moyens de développement euh, qui acceptent de ne pas sans arrêt aller dans toutes les directions et d'aller toujours dans le toujours plus que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on a quelques exemples, heureusement, de gens qui réfléchissent déjà. Peut-être avez-vous vu il y a quelques années Navi Raju, qui avait publié un livre sur l'innovation frugale. Euh, et il montrait comment, alors, bon, petit à petit, certaines entreprises, qu'il conseillait d'ailleurs souvent, arrivaient à essayer de trouver des solutions euh, pour développer leurs produits, mais en faisant appel à moins de ressources, moins de matière. Alors le problème, bon, ça reste toujours parfois un peu marketing, mais enfin c'est quand même intéressant parce qu'ils poussent le bouchon assez loin en disant qu'on peut expliquer, notamment aux financeurs, aux actionnaires de ces boîtes, qu'on peut faire quelque chose de bien sans forcément gagner toujours plus. Donc voilà, si vous l'avez jamais vu, allez regarder ce que fait Navi Radio sur l'innovation frugale. C'est assez intéressant, ça donne déjà des pistes pour agir pour les entreprises. Vous connaissez probablement aussi l'idée de perma-entreprise, hein, qui a été développée par Sylvain Brezard, avec trois repères vraiment clairs qui sont prendre soin des humains, prendre soin de la planète et fixer des limites. Enfin, ces quatre ont d'ailleurs fixé des limites et partager les surplus. Je pense qu'on retrouve vraiment là l'idée qu'on est d'abord dans la structuration d'une société, enfin à la fois en termes entreprise et puis société globale, qui permet de vivre bien sans scier la branche sur laquelle on est. Donc on voit ces mouvements qui arrivent. Vous avez le mouvement pour la frugalité heureuse et créative, qui est un mouvement d'architectes, hein, qui a lancé son manifeste en 2018 et qui reprend ces idées-là pour, dans la construction, être beaucoup moins, j'allais dire, dépensier en termes de ressources et puis même d'énergie, bien sûr, derrière. Très récemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ce qu'a fait la Chambre de commerce et d'industrie de l'Île-de-France, qui a sorti deux rapports sur la sobriété, et vraiment sur la sobriété dans les entreprises, y compris en termes de décroissance des volumes de production. Donc là, il y a vraiment matière à faire réfléchir les entreprises, pour le coup, vraiment avec, j'allais dire, avec leur langage à eux. Et puis si on pousse le curseur pour finir le plus loin possible au niveau des entreprises, enfin, bon, je redis société en général, hein, parce que bien sûr, il n'y a pas que les entreprises qui sont concernées, mais c'est vrai qu'on a besoin d'elles pour aller dans ce sens-là. Il y a l'idée d'aller jusqu'à la radicalité du renoncement. Il y a des chercheurs regroupés au sein d'Origins Media Lab qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous avez certainement vu aussi. Et l'idée, c'est de identifier vraiment, et ça je pense que c'est un point très important, ce qui relève de nos capacités à refuser de faire quelque chose alors qu'on est capable de le faire. C'est Jacques Ellul qui développe beaucoup cette idée-là dans ses écrits. Lui, il parle d'éthique de la non-puissance.
Il dit d'un côté, on peut faire quelque chose. Si j'ai la capacité d'une technologie, je peux le faire. Et bien souvent, si je peux le faire, je vais le faire. Hein, c'est la tendance dans laquelle on est. Confère IA. Et d'un autre côté, il y a généralement, bah, si j'ai pas la capacité, je peux pas faire. Donc on est toujours coincé généralement dans ce dilemme je peux pas, puissance, impuissance. Et lui, il dit il faut rajouter un troisième point pour former un triangle un peu, qui est la non-puissance, qui est de dire si je peux faire quelque chose, si j'ai la capacité de développer une technologie, je peux me dire que je ne vais pas le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un virage sociétal où il faut se poser cette question. On a plein de technologies possibles, on a plein de capacités possibles, au-delà de leur coût, mais en tout cas, on a cette capacité et on doit être aujourd'hui en mesure, par cette réflexion autour de la modération, de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Bon, là, je pense qu'avec le numérique, tout le monde comprend l'exemple. Moi, personnellement, bon, à titre purement personnel, je pense qu'on devrait se dire non, on ne le fait pas. On verra peut-être dans 20 ans, si vraiment on en a besoin, mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On peut essayer de faire ça. Bon, vous avez bien compris que le discours est compliqué. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui y pensent. Euh, et puis, voilà, vous avez tous entendu parler de la honte de prendre l'avion. Donc ça, c'est une forme de renoncement. On voit dans les calanques maintenant, on met des quotas de visites ou dans plein d'endroits de tourisme pour pas aller trop loin et ne pas dégrader l'espace. Donc je pense que voilà, petit à petit, on a des idées comme ça qui viennent au fur et à mesure dans la société et on a vraiment besoin de les porter de plus en plus. Est-ce que, à ton avis, la grande politique environnementale, en tout cas jusqu'à ces derniers temps, en matière, au niveau européen, je pense au pacte vert européen, est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est un paquet législatif qui encourage la sobriété ou à contrario, est-ce que c'est plutôt un paquet législatif qui encourage à produire toujours plus de technologies nouvelles, de décarbonation donc, est-ce que finalement, on n'est pas, en croyant décarboner la société, en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis? Bah, pour ce que j'en vois en tout cas, on est clairement encore dans un mode très productif, on va dire. Enfin bon, vous connaissez tous un peu cette histoire, bien sûr. On a parlé développement durable, croissance verte. Maintenant, c'est décarbonation. Enfin, à chaque fois, on invente des nouveaux mots pour dire la même chose, qui est encore une sorte d'idée de transition, mais dans un modèle où on changerait quand même pas trop les règles, hein. Il faut continuer de faire toujours plus. D'ailleurs, quand le gouvernement français a lancé son plan de sobriété en 2022, si vous écoutez les discours de Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à l'époque, bon, oui, ils se sont quand même forcés à dire le mot sobriété, hein, parce que quelques mois avant, les gens qui étaient vus comme sobres étaient qualifiés de mode de vie amiche, hein, et pas de manière vertueuse dans dans le langage d'Emmanuel Macron à l'époque. Donc en fait, tout le dialogue pour l'instant, enfin tout le discours, il est vraiment autour d'une sobriété qui est un peu déguisée en efficacité. Macron et Borne disaient, et de toute façon, ça veut dire quand même produire plus. Donc clairement, la révolution mentale est pas faite. Et donc typiquement, toutes les directives, les paquets législatifs que tu évoques au niveau de l'Europe sont encore dans ce mode de pensée. Euh, Preuve en est que quand Negawatt a lancé un projet européen, enfin de scénario européen de transition à l'échelle européenne, elle a dû d'abord, l'association, prendre son bâton de pèlerin pour expliquer le concept de sobriété à ses partenaires européens dans les autres pays. On est finalement un peu en avance en France sur ce sujet, enfin, en tout cas sur cette notion de sobriété, parce qu'elle est très peu développée dans les autres pays, enfin en tout cas pour ce que j'en connais et les échos que j'ai eus par ailleurs. Et donc là, il y a vraiment un travail de pédagogie hein, qui doit se faire dans différents pays pour expliquer cette notion. Donc c'est intéressant, enfin si je regarde que par le prisme Negawatt, ce scénario européen qui s'appelle Clever, que vous avez peut-être vu, a permis à ces pays du coup de se poser la question de la sobriété, a montré qu'on pouvait arriver à des résultats de transition, donc de neutralité carbone à l'échelle européenne, toujours sur ce triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, mais de fait en développant des, pardon,
j'allais dire des techniques de sobriété, c'est pas le bon mot, mais des politiques de sobriété plutôt, dans tous les pays. Finalement, ce mot, par le biais des scénarios, est en train de rentrer petit à petit, j'espère en tout cas, dans l'esprit des gens de la Commission européenne, en tout cas dans d'autres pays européens, mais notamment au sein de la Commission. Alors, est-ce que ça se traduira en un texte? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut souhaiter que ça se traduise en un texte? Je ne sais pas. Généralement, ce qui est mis dans un texte, certes, donne un peu le diapason, mais ne prouve pas forcément que ça va être appliqué. En tout cas, pour finir sur ce point, ce qui est intéressant dans le scénario Clever, euh, parce que je parlais de justice sociale tout à l'heure, en appliquant l'idée de sobriété, de frugalité. Et il y a vraiment cette idée-là au sein d'une société entre personnes, mais ça peut se penser aussi à l'échelle d'un continent européen, entre les pays. Et typiquement, ce scénario a défini des couloirs de sobriété sur certains paramètres qu'il regardait, comme par exemple la taille des logements ou le nombre de kilomètres parcourus annuellement en voiture. Et de fait, quand vous définissez un couloir de sobriété, donc vous dites grosso modo à l'échelle de 2050 ou 2040, enfin ça dépend la temporalité que vous vous donnez, ça serait bien que tous les pays soient entre un minimum et un maximum. Et c'est intéressant parce que le point de départ vous dit si vous êtes au-dessus de ce couloir ou en dessous de ce couloir. Et ça veut dire que donc, certains pays vont devoir faire des efforts, par exemple, pour diminuer la taille moyenne des logements, typiquement en Allemagne. Et inversement, en Roumanie, par exemple, ce niveau va pouvoir augmenter. Donc tout d'un coup, vous vous donnez cette idée de rééquilibrage, hein. On ne parle pas forcément d'égalité, mais il y a quand même une notion d'équité qui est très forte. Et je pense que c'est voilà, des notions enfin, que moi je trouve phares pour essayer de faire avancer ces idées-là. Bon, voilà, sous couvert que nos interlocuteurs soient intéressés par cette notion d'équité à minima. Tu parlais tout à l'heure des politiques. Comment se fait-il que il n'y ait pas, ni en France, ni en Europe, en tout cas pas à ma connaissance, de le mouvement de partis qui portent la sobriété comme un véritable projet de société, en quelque sorte? Je pense que la politique telle qu'on la voit depuis plusieurs dizaines d'années est moulée dans ce modèle économique. Alors on est plus ou moins libéral, mais on est quand même toujours dans la production, hein. Euh, le modèle communiste était autant productiviste que le modèle libéral. Donc c'est vraiment sortir de ces schémas de production qui est le plus difficile. Et c'est assez rare qu'une personnalité politique ait le courage de dire qu'on va sortir de ce toujours plus. Alors, décroissance ou pas décroissance, bon, ça peut être un débat. D'ailleurs, décroissance de quoi? Enfin, voilà, c'est toujours l'éternelle question. Alors, vous vous souvenez de René Dumont avec son verre d'eau et son pull rouge et le vélo, etc. Bon, c'est peut-être un des rares qui en a un petit peu parlé. Pierre Rabhi, qui a même eu à une époque une certaine aura médiatique, bon, c'est pas lancé dans la politique, mais bon, peut-être qu'à une époque, Nicolas Hulot avait certainement, par exemple, compris cette notion, mais on voit bien qu'elle est politiquement difficile à porter. Peut-être qu'aujourd'hui, certains vont arriver petit à petit à la prendre en main. Alors j'étais un petit peu optimiste au moment de la crise de 2022 et du plan de sobriété, parce que tout d'un coup, il y a eu bien sûr une grande vague médiatique autour de ce sujet. Bon, là, évidemment, on sent qu'on repart sur les modes habituels de- de- d'idées de production. On parle de réindustrialisation, qui n'est pas forcément antinomique toujours avec l'idée de sobriété, hein. Tout dépend qu'est-ce qu'on fait dans ce type d'industrie et comment elles sont dimensionnées. Mais clairement, on sent qu'aujourd'hui, le virage politique n'est pas bon. Et puis voilà, avec la folie trumpienne qui est dans l'excès permanent, tant dans le verbe que dans l'action, on ne peut pas dire qu'on a un modèle aujourd'hui très axé sur la sobriété. Ce qui est très surprenant, c'est que tu mentionnais tout à l'heure René Dumont, c'est que ces héritiers politiques aujourd'hui, on peut imaginer que ce sont les écologistes. Or, j'ai pas souvenir qu'un candidat écolo ou à la présidentielle ou aux élections européennes, par exemple, ait porté le concept de sobriété
comme un étendard. C'est quelque chose que même eux semblent avoir oublié. Oui, oui, parce que je pense qu'on reste dans ce schéma intellectuel que je décrivais au début, qui est que sobriété est encore vu de manière très négative. Même les gens qui sont convaincus par la sobriété hésitent parfois à utiliser le mot. Il y a des réseaux là qui existent, Leclerc a monté un réseau sobriété, il y en a quelques autres par ailleurs. Il y a toujours cette discussion en amont de savoir est-ce qu'on maintient le mot sobriété. Je pense que vraiment pour l'instant on a un blocage presque psychologique, en tout cas intellectuel, sur le fait d'utiliser ce mot qui vraiment est culturellement marqué dans la religion chrétienne par quelque chose euh, bah, qui a été mal vécu, qui était de l'ordre de la restriction. Il faut aussi, bien sûr, garder à l'esprit que pendant des siècles, les 95%, les 90% de la population, bon, peu importe le chiffre, une très très grande majorité de la population était pauvre, voire très pauvre, et subissait de fait une sobriété par défaut, hein. Enfin, c'est ce que je dis dans le livre, c'est une sobriété par défaut. Euh, et de fait, je pense que voilà, on a dans l'inconscient collectif cette idée que c'est pas ce dont on a envie, parce que c'est vu comme de la pauvreté. Or, tous les modèles de sobriété, notamment dans les scénarios qui se mettent en place, c'est pas ça, c'est pas l'austérité, la sobriété. Parce qu'aujourd'hui, on part de très haut en termes de niveau de consommation. Donc, c'est d'arriver à faire rebaisser la moyenne du niveau de consommation. Et s'il y a de la justice sociale, ça veut dire que c'est ceux qui consomment le plus, ceux qui ont les plus grandes richesses, qui doivent le plus diminuer. Il y a vraiment une idée de proportion, enfin d'équité, hein, j'y reviens, très importante dans cette idée de sobriété. Et ça, c'est pas encore assez expliqué. Bon, bah voilà, moi je fais ce bouquin, j'espère qu'il sera un petit peu lu pour que l'idée passe. J'entends de plus en plus de gens qui parlent du sujet de manière plus ou moins identique, hein. C'est assez un concept relativement mouvant, cette notion de sobriété. Mais de là à ce que quelqu'un le porte pour un projet politique, on en est encore un peu loin, mais j'espère qu'on aura une personnalité qui aura suffisamment de force morale pour, à un moment donné, s'en emparer. Et je l'espère du côté des écologistes, parce qu'a priori, ça fait partie de leur ADN de pensée. Alors, on va poser la question autrement. C'est Yves Lers qui ouvre la séance de questions-réponses et qui demande quelles sont les pistes de sobriété face au changement climatique. Ah bah, face au changement climatique, si on parle en pure émission de gaz à effet de serre, bon, bah, vous savez tous, la priorité, c'est le CO2. Le CO2, c'est principalement l'énergie et un peu l'industrie. Donc, c'est réduire les consommations d'énergie. Il y a pas de choix. Enfin, je veux dire, on peut le prendre par n'importe quel bout. Pour bien connaître les scénarios de transition énergétique, quand vous plongez le nez dans les chiffres, il n'y a pas d'autre solution que de réduire la consommation d'énergie. Alors, en priorité, la consommation d'énergie fossile, bien sûr. Ce qui fait croire à certains que décarboner suffit, mais quand vous voyez à la fois les rythmes de développement, les enjeux financiers que ça représente, et le fait que vous développez forcément des technologies qui elles-mêmes font appel à des ressources, vous rentrez de nouveau dans un entonnoir un accélérateur de consommation de toujours plus. Donc non, vraiment, la première priorité des priorités, c'est la baisse de la consommation d'énergie. Donc derrière, bah, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire rouler un peu moins avec ses véhicules, prendre moins l'avion, manger un peu moins de certains aliments, notamment la viande, qui est fortement une maîtrise de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire supprimer la viande, hein, je le dis pour ceux qui aiment la viande, mais juste réduire un petit peu. Euh, on a beaucoup, bien sûr, de choses d'enjeux sur le bâtiment, donc tous les modes de chauffage. Donc ça veut dire en priorité isoler les bâtiments. Enfin là, je redis des choses qui sont assez basiques dans les scénarios. Changer les modes de chauffage, bien sûr, pour des solutions moins consommatrices. Mais vraiment, à la base, c'est réduire les besoins. Donc ça veut dire aussi des voitures moins grosses, peut-être des électroménagers un peu moins gros aussi, moins nombreux. Alors après, ça pose des questions à certains niveaux d'activité qui sont pas toujours facilement résolvables. Si vous pensez au milieu de la culture, par exemple, euh, je Et pense ça, qu'on c'est un discours qui s'adresse à un public OCDE, on va dire, mais quid de la sobriété dans des pays émergents, voire dans des pays en développement. Ça ne peut pas être la même chose.
Non, ça peut pas du tout être la même chose. Et on revient à cette idée de couloir de sobriété. Alors, tout bien sûr de la focale dépend de la focale à laquelle vous regardez. C'est sûr que si je regarde que France, bon, bah, il y a les choses que je viens de vous dire, parce qu'on part d'une situation, on va dire, relativement homogène, même si bien sûr il y a de fortes disparités de richesse, mais on a une situation relativement homogène. Dès lors que vous regardez à l'échelle monde, bien sûr, les écarts de richesse sont encore plus grands, les écarts de mode de consommation sont encore plus grands. Et de fait, ça veut dire que on se retrouve, nous, occidentaux, français, dans le haut du panier. Et donc, c'est nous qui devrions encore plus faire d'efforts pour, de nouveau, si on pensait un couloir de sobriété à l'échelle mondiale, c'est nous qui devrions faire encore plus d'efforts pour que ceux qui, effectivement, ont moins, euh, ne remontent pas jusqu'au niveau où on est aujourd'hui. Et ça, on sait tous que c'est un discours difficile à avoir, parce que, bien sûr, entre guillemets, on a fait rêver pendant des décennies les pays les moins développés dans l'idée qu'ils arriveraient à notre niveau de consommation. D'ailleurs, un rêve qui était plutôt, comment dire, pas vraiment mis sur les rails d'être réalisé, hein. Il y a quand même beaucoup de systèmes de domination qui ont été maintenus et de pays qui n'ont pas pu développer enfin, leur économie de manière générale. Donc là, c'est bon, bah, c'est un peu comme l'équation gaz à effet de serre qu'on connaît au niveau mondial pour les grandes négociations des COP. La focale est grande et plus l'équation est compliquée à résoudre parce qu'il y a beaucoup plus d'efforts à faire du côté des pays occidentaux, enfin, les pays développés ou des pays riches, ou des riches parmi les pays les moins développés. Mais enfin bon, quand vous voyez ce que fait la Chine ou l'Inde, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur ces pays-là. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un moyen de parler de ce sujet-là sans tout de suite donner la sensation que les peuples de ces pays-là vont être, comment dire, que leur élan vers une meilleure vie va être brisé. Et ça, c'est assez compliqué. Alors, il y a pas mal de travaux de recherche qui font. Il y a une chercheuse notamment en Suisse, la Julia Steinberger, qui travaille beaucoup là-dessus et qui montre à l'échelle mondiale les niveaux d'efforts qu'il faudrait faire de manière à ce qu'on soit dans le cadre de la neutralité carbone, un minimum de ressources à exploiter, tout en assurant la vie décente à tout le monde. Mais c'est vrai que quand vous regardez ces travaux-là, ça veut dire pour nous occidentaux de très très gros efforts de baisse de consommation, de baisse de niveau de vie. Moi, je préfère parler de baisse de consommation parce que c'est pas parce qu'on consomme moins qu'on aura forcément un mauvais niveau de vie. On peut tout à fait vivre bien avec moins. Je reviens à la question posée par Yves. Tu nous as parlé de décarbonation, mais la lutte contre le réchauffement, c'est pas seulement la baisse de CO2, c'est la baisse de méthane et de protoxyde d'azote. Ça, c'est essentiellement l'agriculture. Or, on sait bien ce qu'il faut faire pour que l'agriculture, qui est un très gros émetteur, baisse ses émissions, c'est produire non pas moins de viande, mais plus de viande du tout, notamment plus de viande bovine, puisqu'elle accapare presque la moitié des surfaces agricoles par la nourriture qu'il faut produire pour nourrir les bestiaux. Ça, c'est une véritable révolution en termes de production, d'organisation de l'agriculture, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Ça, c'est quelque chose qu'on peut assimiler à la sobriété ou pas? Si en l'occurrence tu parles de ne plus faire de viande, ça s'appelle un renoncement. Et il peut y avoir, comme C'est je faire disais tout autre à l'heure, chose. C'est faire autre chose. C'est, on renonce à la viande, mais pour nourrir tout le oui, monde oui, avec des pois, des céréales. bien sûr, mais c'est quand même un renoncement à cette nourriture-là. Voilà. Je dis pas que c'est impossible, hein. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont végétariens sans problème. Mais de fait, là, alors je sais pas si au niveau, bon, vous êtes peut-être plus connaisseur que moi. Je sais qu'à l'échelle de la France, dans les scénarios, on peut diviser par deux la consommation de viande, tout en étant dans la neutralité carbone, même en prenant en compte les importations. Donc du coup, même si l'équation est compliquée, mais il me semble que c'est faisable. Alors évidemment, au niveau mondial, on regarde la taille de la population mondiale, c'est vrai que ça pose de vrais et de terribles enjeux. Euh, alors pour moi, oui, enfin, conceptuellement, c'est de la sobriété dans le sens où, face à un risque majeur, on accepterait de renoncer à quelque chose. Après, bah, socialement parlant, pour le porter, je pense que c'est très, très, enfin,
plus que compliqué, je pense que c'est impossible. Enfin, c'est pas que forcément je le veux pas, mais je pense que c'est impossible. Donc, si, comment dire, je pense qu'à la fois on est dans un moment crucial où il faut arriver à amener cette idée de sobriété, sinon on a déjà l'impression d'aller dans le mur depuis longtemps, mais je pense qu'on l'aura encore plus d'ici quelques années. Et d'un autre côté, il est assez, je pense, contre-productif, hein, bon, c'est mon avis tout à fait personnel, d'aller entièrement vers des renoncements, euh, en tout cas ce type de renoncement qui touche tout de suite à la vie individuelle et quotidienne de beaucoup de gens, une grande majorité de gens. J'ai pas la solution, à vrai dire, hein. Je ne sais pas comment on peut arriver à faire ça, enfin, à amener bien le sujet et avancer fortement sur cette réduction de la production de viande sans braquer tout le monde. Enfin, vous avez vu le peu qu'on en parle en France. Bon, bah, vous avez tout de suite des réactions qui sont en plus portées par des messages politiques plutôt de droite, voire d'extrême droite. Voilà, où tout d'un coup vous avez des bons masculinistes qui se vantent de griller une bonne côte de bœuf et d'en manger 1 kilo d'un coup. Ouais, bon, voilà. Enfin, j'ai pas Mais là-dessus, j'ai pas de. parallèlement, le cheptel français, enfin le cheptel bovin français diminue structurellement et va pas continuer, enfin, va continuer à diminuer. Donc, il y a aussi un décalage flagrant entre le discours et la posture de certains et la réalité. Oui, tout à fait. Mais là, on est dans une réaction épidermique. Oui, oui. Euh, Enfin, bon, nous qui sommes un peu dans le milieu, ça fait longtemps qu'on parle transition, donc on a déjà, j'allais dire, absorbé des notions et les enjeux qui y sont liés. Pour beaucoup de gens dans la société civile, c'est encore quelque chose de compliqué, de pas bien compris, de tout de suite de mal vécu parce que c'est une sorte d'agression par rapport au mode de vie habituel. Donc ces réactions épidermiques, comme tu dis, c'est vrai qu'elles sont parfois, voire souvent, pas corrélées à la réalité. Tu as tout à fait raison, le cheptel en France diminue, les surfaces pâturées diminuent, l'emprise de la forêt a plutôt tendance à augmenter, bon, même si malheureusement elle va mal et que ça pose beaucoup de questions. Euh, et beaucoup de gens restent dans une image un peu fantasmée. Euh, je ne sais pas d'ailleurs comment ils construisent ça. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Enfin, on parle souvent d'une sorte d'image des 30 glorieuses. Euh, et voilà, il faut déconstruire ces visions-là en ramenant sans arrêt des arguments, des chiffres. Mais c'est comme autour du réchauffement climatique. On voit bien que beaucoup de gens veulent pas ou ne peuvent pas écouter ces chiffres-là. Quand bien même vous leur mettez un beau graphique sous les yeux, ça leur parle pas. Et Mais j'en c'est vrai que reviens à. ça manque aussi d'incarnation. Il n'y a pas aujourd'hui de personnalité au singulier ou au pluriel, féminin ou masculin, qui porte ce discours et qui est relativement audible. Ça n'existe pas. Ben, il y en a très très peu. Et puis, euh, on est quand même dans des situations de confrontation directe. C'est-à-dire, beaucoup de gens, par principe, ne veulent plus écouter les messages, je vais dire, que je vais qualifier entre guillemets d'écolo. Donc, pour le coup, la discussion rationnelle devient très très compliquée. Et quand bien même quelqu'un, quelqu'une ou un groupe arrivera à porter de manière le plus positive possible ces idées de modération, euh, je pense que ça prendrait du temps pour que ça vienne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Bon, là, j'évoquais Negawatt, j'évoquais quelques personnes, mais suite à cette crise énergétique de 2022, on a eu quasiment, alors je vais peut-être pas dire tous les think tanks, mais beaucoup qui ont quasiment tous sorti une note sur la sobriété. Bon, la Fabrique écologique, bien sûr, l'a fait assez logiquement. L'Institut Rousseau l'a fait. Le Shift Project, bien sûr, bon, on a longtemps parlé de sobriété, notamment sobriété numérique. L'INSDRI avait sorti une note. Même l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques en a sorti une. France Stratégie aussi, pourtant des entités, des institutions qui n'étaient pas toujours forcément portées sur ces idées-là. Donc, on voit et l'Institut Jacques Delors aussi, qui en a sorti une il n'y a pas si longtemps que ça, assez intéressante, qui montre comment il y a vraiment la nécessité d'ancrer la sobriété dans les politiques. Donc c'est quand même intéressant que tous ces instituts en parlent. Ça suffit pas, bien sûr, pour faire j'allais dire, une envie de conviction
plus largement dans la population. Euh, mais moi, j'ai bon espoir que petit à petit, toutes ces idées convergent. Alors, est-ce qu'elles convergeront dans une personne pour qu'elle soit incarnée? Tu as raison, il faut que ça soit incarné à un moment donné. Alors, évidemment, tous les exemples qu'on pourra mettre en avant, qu'ils soient dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les entreprises de services, etc., tous ces exemples qui viendront montrer qu'on peut faire œuvre de sobriété. Euh, le covoiturage, par exemple, c'est un moyen de sobriété. Euh, alors après, on n'est pas obligé de mettre le mot derrière. Mais au fur et à mesure qu'on peut développer des lignes de covoiturage et que finalement les gens en voient l'avantage, parce qu'ils vont soit ne pas payer de transport, soit recevoir un peu d'argent parce qu'ils partagent leur voiture, voilà, il faut passer par du concret. Et donc tous ceux qui sont convaincus comme moi, et surtout ceux qui sont manettes d'entreprise, moi je suis jamais qu'un vulgarisateur, doivent montrer ces exemples-là, parce que les gens sont assez sensibles finalement, je crois, à cette notion qui est, j'ai un peu trop lourdement insisté sur le fait que la sobriété était vue négativement, mais généralement, si vous interrogez votre quotidien, euh, dans la plupart des cas, si vous discutez tranquillement avec les gens, vous voyez toujours que dans leur quotidien, en fait, on fait jamais toujours tout au maximum. Donc il y a toujours cette notion qui est cachée quelque part, peut-être dans votre façon, je ne sais pas, d'utiliser votre frigo ou de conduire peut-être un peu moins vite. Enfin, souvent les gens ont des réflexes assez naturels de sobriété dans certains cas. Et il faut aller les dénicher pour leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient assez naturellement, peut-être même sans s'en rendre compte, ils peuvent l'appliquer à d'autres domaines de leur vie. En tout cas, c'est mon espoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, suggestions, interpellations? Don't speak all together. Alors, il y avait une deuxième question d'Yves Lers. Yves, tu prends le Oui, floor? parce que j'ai pas regardé le chat. Alors s'il y a des... Alors, si Yves ne pose pas sa question, en gros, Yves semble Ah oui, s'interroger sur sur effectivement, l'intelligence artificielle. voilà, ce qu'on disait un petit peu au début. Bah, alors pour ce que j'en vois, moi, clairement, on est dans... Alors le numérique déjà, en lui-même, avec les usages qui se sont démultipliés à l'envi depuis on va dire au moins une dizaine d'années, si c'est pas plus. Déjà le numérique par essence, euh, et donc comment dire, la multiplication des data centers et d'une quantité phénoménale de données stockées, diffusées. Enfin voilà, on a des flux gigantesques de données numériques maintenant. Déjà, le numérique a une tendance à une assez forte consommation. Alors évidemment, tout ça, c'est assez compliqué dans le sens où si à côté, la numérisation, la dématérialisation permet peut-être moins de papier, on économise peut-être sur certaines filières bois. Enfin oui, bon, l'équation générale est peut-être pas si évidente à, à résoudre. Mais en tout cas, ça pose question. Donc à minima, il faut se poser la question du numérique. Et sur l'intelligence artificielle, alors le peu que j'en vois, et que je pense qui sont un peu les données que tout le monde a en tête aujourd'hui, c'est que sa consommation d'énergie est beaucoup plus grande pour une requête. Je ne sais plus, on dit genre 10 fois plus qu'une requête Google. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais en l'occurrence, on est vraiment dans une multiplication qui est conséquente. Euh, enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est le signe absolu de la démesure, l'intelligence artificielle. Alors évidemment, c'est qu'elle a le visage de la séduction, cette intelligence artificielle. Euh, Elle permet d'avoir tout de suite une réponse à un problème. Je parle même pas de la qualité de la réponse, mais elle permet d'avoir une réponse. Euh, Nous qui sommes dans la presse, aujourd'hui, on a des illustrateurs qui sont confrontés au fait qu'on leur fait plus de commandes parce que avec l'IA générative, vous pouvez faire très très facilement en quelques secondes un très beau dessin sur le thème qui vous intéresse. Les avocats se posent des questions parce que du moment que vous avez la jurisprudence, l'IA peut très bien faire l'analyse sur un cas basique très rapidement, très facilement et de manière relativement pertinente. Quand vous en parlez avec des chercheurs, euh, eux-mêmes sont intéressés dans le sens où si vous avez une base de données, vous voulez faire une biblio sur un sujet pointu,
ben, au lieu d'y passer une semaine à tout compiler, si c'est pas plus, l'IA va vous le faire en 5 minutes. Donc c'est vrai que ça pose question parce que ce visage de la séduction, de la facilité, d'un confort presque intellectuel pour travailler plus vite, est tentant pour beaucoup, beaucoup de gens. Alors on voit tout de suite le problème, hein, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui travailleraient moins, voire plus, du tout, si on les remplaçait par l'IA. Donc ça Commencer par pose, les journalistes. enfin, et commencer par les journalistes, exactement, malheureusement. Et du coup, enfin, je dis ça parce que on aura beau, certainement à juste titre, brandir la menace de la surconsommation énergétique. Malheureusement, je ne suis pas sûr que cela suffise à freiner, voire refuser d'utiliser l'intelligence artificielle. Là, c'est pas ce qu'on voit aux États-Unis où les compagnies productrices d'électricité sont en train de bâtir des modèles d'affaires sur l'intelligence artificielle. Mais vous comprenez bien que tout d'un coup, c'est une sorte de porte ouverte à une nouvelle activité très lucrative. Je veux dire, le monde capitaliste ne cherche pas autre chose. Il cherche sans arrêt des nouveaux moyens d'utiliser le capital pour reproduire du capital et ceux qui l'ont pouvoir s'enrichir encore plus. Enfin voilà, le mécanisme n'a rien que de très basique. Et on a eu un petit peu l'appel d'air il y a 4 5 ans sur l'hydrogène. On était déjà dans le même mécanisme. Alors il y avait, j'allais dire là plutôt une bonne raison parce que l'hydrogène peut être un vecteur intéressant dans la transition, mais pas en faisant n'importe quoi et pas en croyant que ça va tout faire. On est toujours un peu dans cette pensée magique. Tout d'un coup, on essaie de trouver un outil, quelque chose pour les gens qui n'ont pas trop réfléchi, on va dire, gentiment, croient tout de suite que ça va être une solution. Et puis en fait, même si c'est pas une solution, on dirait qu'ils s'en fichent un peu. C'est juste que ça va faire de l'activité et on va créer du capital et les gens vont s'enrichir. Donc on est vraiment encore toujours dans le modèle du toujours plus de production. Euh, et malheureusement, parler consommation d'énergie, enfin, j'ai l'impression avec enfin, toutes ces années qu'on a eu tous d'expérience sur les différents discours qu'on a pu relayer sur ces idées-là, ça suffit généralement pas pour faire changer les choses. Que vous parliez énergie ou bien sûr derrière émissions de gaz à effet de serre, ça suffit pas. Donc je pense vraiment enfin, il y a eu un contre-sommet de l'IA en même temps. C'est intéressant, beaucoup de gens y réfléchissent. Il y a un contre-discours à avoir, bien sûr, en termes d'injustice sociale, d'emploi, enfin, ou plutôt de désemploi, etc., autour de l'IA. Mais voilà, là, on est vraiment face à une question à cette idée de l'éthique de la non-puissance que je vous ai expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, collectivement, de se dire non, on n'est pas obligé de faire cette techno-là? Voilà, bah, je pense malheureusement, on n'est pas encore assez armé intellectuellement, collectivement pour y arriver, je pense, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il est notre devoir ne serait-ce que pour un minimum de dignité, d'arriver à sans arrêt remettre ce sujet-là sur la table le plus possible. S'il n'y a pas d'autres questions, il y avait une chose qui me chagrine finalement dans ce qu'on vient de se raconter, c'est que tu as appuyé ta réflexion sur les travaux de beaucoup de philosophes qui sont souvent bien connus par les pionniers de l'écologie. Je pense à Ivan Illich, je pense à Jean-Baptiste de Foucault, Simone Veil, Edgar Morin, Jacques Ellul, tu l'as cité, André Gortz, Jean Pelevitch et Thoreau dans sa cabane. Est-ce que finalement leur pensée est toujours d'actualité? Je veux dire par là que comme tout le monde se fout absolument de tous les concepts qu'on a évoqués depuis la finitude de la planète, ses limites, etc., etc., est-ce que même ce qui fait les fondamentaux de ce qui devrait être la pensée du développement durable, est-ce que finalement c'est pas si dessus aussi? Bah, moi, je pense que les pensées de tous ces philosophes, et même si on remonte très très loin, euh, du fait que le, le mode de démesure, quelle que soit la techno, quel que soit le principe est toujours le même. Une petite partie de la population s'accapare des moyens de production, des richesses, et nous emmène plus ou moins dans le mur, que ce soit à cause de guerres, de dégâts climatiques, etc. Donc en fait, toutes les pensées de tous ces philosophes, comme elles s'appuient sur ce constat et qu'elles essayent de trouver
une clé d'action à travers la modération, quel que soit le nom qu'on donne, sobriété, frugalité, tempérance, etc. Toutes leurs réflexions sont toujours d'actualité. Malheureusement, j'allais dire, mais elles sont toujours d'actualité. Tu citais Simone Veil, par exemple, elle a vu à la naissance du XXe siècle la façon dont le modèle techno-industriel en fait, imposait une domination sur la population. Et toute sa réflexion est valable dans le sens où aujourd'hui on est exactement dans le même modèle. Donc à chacun, par exemple dans le bouquin, j'ai pas fait d'approche analytique, il y a une approche très chronologique. Et on découvre au fur et à mesure tous ces penseurs et penseuses. Euh, Parce qu'en fait, je pense que chacun doit trouver à un moment donné celui qui fait plus écho dans son esprit. Mais en fait, finalement, les idées sont à peu près toujours les mêmes. C'est face à une certaine nécessité. Est-ce que je ne peux pas me contenter, pas forcément du minimum, mais en tout cas pas aller vers le maximum de la façon dont je vais satisfaire tel ou tel besoin. Et dans la pensée de Simone Veil, c'est vraiment face au dominant qui écrase les autres. Elle estime vraiment que c'est vraiment l'articulation autour de cette nécessité et de la façon de répondre à la nécessité qu'on est en mesure au moins d'enrayer les processus de domination. Alors évidemment, on sait bien que c'est pas facile, euh, parce que naturellement, les gens ont envie de se rassurer sur leur niveau de confort. Et par sécurité, c'est toujours plus sûr d'avoir un peu plus qu'un peu moins. Donc voilà, on a beaucoup d'efforts encore pour, je pense, arriver à ne pas tomber dans ce piège du toujours plus. Mais voilà, moi je pense que tous ces penseurs sont d'actualité. Bah, après, chacun prendra celui qui lui plaît à l'époque qu'il veut. Mais en tout cas, on a besoin de le traduire de manière politique actuelle. Et voilà, j'espère que beaucoup de gens reprendront ces idées-là pour arriver à les diffuser aujourd'hui. Merci Stéphane pour cette belle conclusion. Je rappelle le titre du livre, Sobriété, notre allié chez l'Harmattan. Je vous prends vos dernières secondes de la matinée pour vous rappeler que vendredi, nous organisons un webinaire de 14 à 15 heures sur les 20 ans de la Charte constitutionnelle de l'environnement avec un joli plateau aussi. Nous aurons Nathalie Kosciusko-Morizet, Arnaud Gossement, Corinne Lepage et Michel Madré pour rappeler un petit peu la jeunesse de ce texte et voir si son application a été digne d'intérêt pour la protection de l'environnement. Merci à tous et à tous. Merci Stéphane de nous avoir consacré du temps et à très bientôt, j'espère. Merci de votre accueil et à bientôt.